Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Fox McLeod. Tout d'abord, il faut savoir apprécier le genre de personne qu'est Nathan. Brillant ingénieur, personne complètement folle. Parce que Nathan aime les règles et Nathan n'abandonne pas quand il sait comment les choses doivent fonctionner. J'aime lui faire raconter cette histoire chaque fois que nous sommes ensemble, parce qu'il ne voit même pas pourquoi c'est drôle. C'est juste la façon dont il gère tous ses problèmes. Nathan était comme si t'avais vu Sisyphe, et que tu t'étais dit que tu devrais peut-être essayer de l'arrêter. Mais un jour, le rocher est au sommet de la montagne. Tu demandes à Sisyphe comment il a fait, et il te répond « C'est simple, je l'ai poussé constamment. J'ai continué à le pousser constamment, et finalement, la montagne a abandonné. » Un vrai bureaucrate de rang max. Il se contente de faire fonctionner les systèmes pour résoudre les problèmes, même s'ils paraissent insurmontables. Jusqu'au jour où la force imparable de Nathan a rencontré un objet inamovible. En arrivant au travail, j'ai vu des chèques et des enveloppes éparpillés sur son bureau. Nathan les remplissait avec le sourire que Steve Buscemi pourrait avoir en rayant des noms d'une liste avec un tube de rouge à lèvres. Je lui demande ce qu'il en est et il commence à m'expliquer calmement qu'il a des problèmes avec le fisc. Je creuse un peu, car cela n'explique en rien la présence de plus d'un chèque ou d'une enveloppe, et il commence à me raconter que l'année dernière, pendant la saison des impôts, il était en Chine pour son travail, et qu'il a commencé à remplir ses déclarations de revenus en avance, alors qu'il se trouvait chez ses parents. Il devait un peu d'argent, mais il est parti avant de pouvoir l'envoyer par la poste. Il s'en est souvenu pendant qu'il était en Chine, et, a franchi le pare-feu chinois, l'a payé en ligne. Mais ses parents, pensant qu'il avait oublié, ont fait un chèque pour lui et ont envoyé ses impôts par la poste également. Il a donc payé ses impôts 2 fois. Le fisc lui a donc dit de ne pas s'inquiéter et qu'ils allaient annuler le chèque. Il s'est avéré que l'administration fiscale de l'État de New York impose des frais d'annulation de chèques de l'ordre de 40 $. Ils ont donc envoyé à Nathan une facture et une pénalité de 40 $. C'est tout. Voilà toute l'histoire des frais de 40 $. Nathan, pourquoi as-tu 20 chèques sur ton bureau ? Oh, eh bien, après leur avoir expliqué ce qui n'allait pas avec les frais, ils n'ont pas compris. Nathan a donc passé les 4 semaines suivantes à escalader le problème au point d'obtenir un agent. Un agent humain en chair et en os, au téléphone, avec un numéro de dossier. Nathan a commencé par demander à l'agent d'épeler son nom, et de démontrer poliment qu'il était là où il prétendait être en demandant le temps qu'il faisait et comment s'est déroulé le trajet en voiture ce jour-là. Il a ensuite demandé le nom du directeur de son agent et a échangé quelques plaisanteries. Il a expliqué que ses parents avaient fait le chèque, mais que c'était lui qui devait payer les frais. L'agent lui explique que c'est la politique des impôts. Tous les chèques annulés donneront lieu à des frais de 40 $. L'agent et Nathan ont tourné en rond pendant des heures en se conformant rigoureusement aux règles. Nathan a ensuite confirmé calmement que 1. Le fisc a pour politique d'autoriser n'importe qui à émettre un chèque au nom de n'importe qui d'autre. Oui monsieur, c'est exact, il suffit d'indiquer le nom et le code postal du compte. 2. Le fisc a pour politique de facturer des frais d'annulation de 40 $ à la personne dont le compte est indiqué sur le chèque. Oui monsieur, c'est la politique de l'État de New York. Cela signifie que, et je le jure devant Dieu qu'il a réellement posé cette question hypothétique à l'agent au téléphone, je pourrais faire un chèque de 10 $ en indiquant qu'il est pour vous, monsieur agent au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rue Bidon de New York, et l'annuler, ce qui entraînerait des frais de 40 $ pour vous, sans aucune pénalité ni aucune conséquence pour moi. L'agent, tout aussi docile et soucieux des règles, a répondu « Oui monsieur, je suppose que vous pouvez le faire. » C'est donc ce que Nathan a fait, et c'est ce qu'il faisait avec 20 chèques sur son bureau et qu'il entendait par « problème avec le fisc ». Il irait jusqu'au bout, envoyant des chèques adressés au fisc pour payer les impôts de l'agent et du directeur de l'agent, pour que Nathan puisse ensuite les annuler, ce qui faisait que l'agent et son directeur devaient des frais au fisc pour chaque chèque annulé. Il exploitait la même faille du système que celle dans laquelle il avait été pris pour extorquer les agents du fisc. J'en ai ri pendant des semaines. Et puis, 3 semaines plus tard, que je sois maudit s'il n'a pas reçu une lettre du fisc. Monsieur, nous comprenons votre point de vue. Veuillez considérer que vos frais ont été annulés, et j'espère que nous pourrons mettre cette affaire derrière nous. Ah, le fisc, s'il a moyen de te gratter de la thune, il te grattera de la thune. L'histoire suivante est postée par Deadly Gerbil. Il y a de nombreuses années, lorsque je travaillais pour une société de location-vente dans une petite ville, il y avait un petit complexe d'appartements dans lequel nous faisions de fréquentes livraisons et d'où nous devions tout aussi fréquemment faire des saisies. Il s'agissait d'un motel au moment de sa construction, et le propriétaire l'avait transformé en appartement en faisant simplement des ouvertures dans les murs entre les pièces, en installant une cuisine et un salon dans l'une et une chambre dans l'autre. L'endroit était très délabré et apparemment peu coûteux.
et d'après les commentaires des clients, il semblait que la majorité des locataires s'y installaient pour une courte durée. J'ai pensé que c'était parce qu'ils attendaient que des maisons préfabriquées soient financées et livrées, et étant donné que la grande majorité des logements de cette ville étaient des mobil-homes. Il s'avère que j'avais tort, mais j'y reviendrai plus tard. Entre les livraisons et les saisies, nous nous rendions à cet endroit plusieurs fois par mois, mais le propriétaire ne nous laissait pas garer le camion sur le parking. C'était un parking de motel, il y avait donc beaucoup plus d'espace que ce dont les locataires avaient besoin, et beaucoup de place pour notre camion. Mais dès que nous entrions dans le parking, le propriétaire sortait en courant de son bureau et nous criait d'enlever le camion de sa propriété. Nous étions toujours autorisés à effectuer des livraisons, mais nous devions transporter les canapés et les téléviseurs cathodiques à travers le terrain en gravier depuis un camion garé dans la rue. C'était plus qu'ennuyeux. Un jour, alors que je rendais visite à des clients, un jeune couple, pour leur faire signer une prolongation parce qu'ils ne pouvaient plus payer, j'ai vu un avis d'expulsion sur leur porte. J'ai frappé, ils ont ouvert et ils ont eux aussi vu l'avis. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient besoin d'un délai parce qu'ils n'avaient pas payé leur loyer, mais que l'expulsion était inattendue parce qu'ils n'avaient que 2 jours de retard. L'avis leur donnait 1 semaine pour déménager. Ils ont signé la prolongation et je suis parti, un peu méfiant car cela ne me semblait pas normal. Quelques jours plus tard, le couple m'a appelé pour me dire qu'ils devaient rendre les affaires qu'ils avaient louées parce qu'ils étaient expulsés et qu'ils devaient s'installer dans un motel. Je leur ai dit d'attendre là et que je serais là dans 1 heure. Ma femme avait travaillé au bureau des locations de notre ancien complexe d'appartements et je connaissais donc un peu le droit des locataires. Lorsque j'ai vérifié après avoir fait signer la prolongation, j'ai découvert que les expulsions ne pouvaient pas être signifiées avec un préavis d'1 semaine, mais qu'il fallait donner 30 jours aux locataires pour payer ou déménager. S'ils déménageaient, le propriétaire pouvait prélever les loyers impayés sur leur dépôt de garantie. Il s'agissait d'une petite ville avec beaucoup de mobil-homes, et je suppose que la loi visait à empêcher les gens d'être expulsés d'un terrain loué sur lequel ils avaient un mobil-home qui leur appartenait. Mais elle s'appliquait aussi aux appartements. Normalement, j'aurais considéré que cela ne me regardait pas, mais tout le monde dans notre magasin détestait ce propriétaire et voulait se venger de lui. J'ai donc imprimé les pages du site web de la ville consacrées aux droits de la location et je me suis rendu au complexe d'appartements. Là, j'ai frappé à la porte de chacun de nos clients vivant dans ce complexe, soit environ la moitié de la vingtaine d'appartements, et je leur ai remis une copie de la loi. Ce faisant, j'ai appris que le propriétaire avait expulsé des personnes pour 1 seul jour de retard, puis gardé leur caution, en invoquant la même loi que celle que je donnais à mes clients, à l'exception de la partie relative à la marge de manœuvre de 30 jours. Il facturait le loyer à l'avance, vous payez le mois suivant à la fin de chaque mois, de sorte que les gens perdaient leur caution pour 1 seul jour de retard. En outre, le propriétaire n'acceptait pas les paiements tardifs, même s'ils étaient effectués avant l'heure prévue pour l'expulsion, parce qu'il gagnait plus d'argent en expulsant les gens et en faisant emménager quelqu'un d'autre, puisqu'il gardait toutes les cautions. J'ai dit au couple qui avait commencé tout cela que si j'étais à leur place, je ne déménagerais pas, et que je contacterais un avocat, ou au moins le service du logement de la ville, et déposerais une plainte. Ils étaient inquiets parce que le propriétaire avait dit qu'il demanderait au département du shérif de les expulser s'ils ne déménageaient pas à temps. Mais j'ai dit que même si le propriétaire les appelait, je doutais qu'il les expulse réellement s'ils invoquaient la loi. C'est à peu près tout ce que je pouvais faire, et j'espérais que cela suffirait. Ce fut le cas. Le couple est venu quelques semaines plus tard pour payer les meubles qu'ils avaient loués et pour me remercier de mon aide, m'annonçant que le propriétaire venait d'être arrêté. Ils avaient déposé une plainte et, lorsque le propriétaire avait appelé le shérif pour les expulser, cela avait déclenché une enquête. Je n'ai jamais su quelles étaient les charges exactes, ni ce qu'il était advenu du propriétaire, mais le complexe a fini par changer de proprio et le nouveau gérant n'a vu aucun inconvénient à ce que nous stationnons sur son terrain pour les livraisons. De plus, le nombre de nos dépôts et livraisons a soudainement diminué, car les gens n'étaient plus expulsés en permanence. Entre cette expérience et d'autres histoires que j'ai lues en ligne, je ne cesse d'être déconcerté et agacé par le fait que les gens ne connaissent pas leurs droits en tant que locataires. Vérifiez vos lois, ne croyez pas les propriétaires sur parole et défendez-vous. Et bah ce propriétaire est vraiment une belle raclure. L'histoire suivante est postée par Bleedy Butts. Mon oncle est un médecin indien. Dans les années 90, il y avait une pénurie massive de médecins en Australie, alors le gouvernement lui a donné la citoyenneté. Malheureusement, il fallait encore passer 3 examens coûteux pour travailler comme médecin en Australie. Ces examens coûtaient des milliers de dollars, n'avaient lieu que 2 fois par an, étaient limités en termes de places et tentatives, et étaient assortis de notes arbitraires, réussite-échec. C'est ainsi que de nombreux médecins indiens ont fini par devenir chauffeurs de taxi, petits entrepreneurs, etc. Mon oncle a décidé de se représenter et de suivre les cours de l'école de médecine australienne. Bien sûr, le fait d'avoir été médecin pendant plus de 10 ans rend les études de médecine faciles, et mon oncle a été premier de sa classe.
Comme il avait déjà 40 ans et qu'il avait une famille, il a décidé de s'inscrire pour devenir généraliste, médecin de famille, au lieu de s'inscrire pour devenir chirurgien, comme l'avaient suggéré la plupart de ses professeurs. À l'époque, de nombreux médecins étrangers désespérés postulaient pour devenir médecin généraliste. Ils étaient traités comme des moins que rien par leurs formateurs employeurs. Ils étaient obligés de faire des heures supplémentaires non rémunérées, ils ne bénéficiaient pas d'un temps d'études suffisant ni de congés pour passer les examens obligatoires. Les formateurs employeurs empochent les indemnités de repas, de logement, d'études et de congés que l'établissement de formation était censé leur verser. Ils vous demandaient de travailler tous les samedis dimanches, et si vous refusiez, ils vous donnaient une mauvaise note et mettaient en péril votre formation. Cela arrivait surtout aux médecins étrangers, car la plupart d'entre eux étaient endettés et cherchaient désespérément du travail. Lorsque mon oncle a obtenu son diplôme, il a demandé à suivre une formation de médecin généraliste dans un cabinet situé dans une enclave ethnique indienne, afin d'avoir accès à la nourriture religieuse, aux écoles, etc. pour les enfants. Bien sûr, ce cabinet s'est engagé dans toutes les bêtises susmentionnées. Mon oncle devait travailler tous les samedis. Pendant son temps consacré à l'étude, il devait venir au travail. Il a été réprimandé parce qu'il ne surfacturait pas les patients. Le pire, c'est que lorsque ma tante était vraiment malade et hospitalisée, il ne lui donnait aucun congé pour s'occuper d'elle et des enfants. Le propriétaire de la clinique était un médecin généraliste blanc qui était ouvertement raciste à l'égard des Indiens, des Asiatiques et des Aborigènes, qui représentent un pourcentage important de la clientèle de cette clinique. Mon oncle a purgé ses 3 ans et, dès qu'il a reçu son diplôme de médecin généraliste, il a démissionné sur le champ. Il s'est rendu à la banque locale et a obtenu un prêt pour ouvrir son propre cabinet. Tous ses anciens patients l'ont rapidement suivi dans son nouveau cabinet. Tiens, on se demande bien pourquoi. La première année, il a eu du mal, mais son cabinet s'est rapidement fait connaître et la nouvelle s'est répandue. Surprise, surprise, les médecins formés à l'étranger travaillent bien et se soucient de leurs patients si l'on se soucie réellement d'eux et qu'on leur offre des salaires et des conditions de vie convenables. De plus en plus de patients et de médecins ont cherché à travailler avec mon oncle. En l'espace de 2 ans, mon oncle a créé un cabinet de médecine générale composé de 4 médecins, de 2 infirmières, de 2 stagiaires et d'un directeur. Son cabinet rivalisait avec celui de ses premiers enseignants. Il a ensuite ouvert 2 autres cabinets de médecine générale avec l'argent qu'il engrangeait. Ces cabinets ont piégé la clinique de son ancien professeur dans un triangle de 2 km de côté. Il a fait beaucoup de publicité et s'est assuré de prendre autant de clients que possible à son ancien professeur. En l'espace de 5 ans, le cabinet de son ancien professeur est passé de 6 médecins, 4 infirmières, 6 stagiaires à un seul médecin, son ancien professeur, et personne d'autre. Son ancien professeur a essayé de vendre son cabinet à d'autres médecins, mais personne n'a voulu l'acheter étant donné le succès des 3 cabinets environnants de mon oncle. Il a ensuite essayé de le vendre à mon oncle, qui a refusé de l'acheter, même à un prix de vente ridiculement bas. Au lieu de cela, il a attendu que la banque saisisse l'ancienne clinique du professeur et l'a rachetée pour un peu plus d'argent à la banque. Mon oncle a ensuite réaménagé le bâtiment pour en faire ses bureaux principaux, à partir desquels il gère ses 3 autres cabinets. Il s'est assuré de réaménager l'ancienne salle du patron en toilette pour le personnel, en guise de dernier hommage à l'étron humain qui était son ancien patron. Ah, c'est poétique. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.